Ce soir-là, sous la pluie battante des rues du Marais, je me retrouvais seule, chassée de la maison que nos parents nous avaient léguée. Marie, avec son sens exacerbé de la normalité, avait non seulement révélé mon secret à toute la famille, mais elle avait aussi manipulé notre oncle avocat pour s'approprier l'héritage, l'appartement, les économies, tout ce qui me liait à notre passé. J'avais 25 ans. Et du jour au lendemain, je n'avais plus rien, sauf cette douleur lancinante au creux de la poitrine, ce sentiment d'avoir été trahi par celle qui aurait dû me protéger. Les mois suivants furent un tourbillon de survie. Je trouvai refuge chez Élise, dans son petit studio près de la Seine, où les nuits étaient hantées par des cauchemars de confrontation familiale. Élise, avec sa douceur infinie, me serrait dans ses bras, murmurant que l'amour triompherait. Mais au fond de moi, je savais que la société française, avec ses normes rigides et ses murmures derrière les dos, n'était pas prête à accepter deux femmes comme nous. Marie, de son côté, prospérait, elle avait vendu une partie de l'héritage pour lancer sa carrière en tant que consultante en finance. Épousant un homme respectable, incarnant l'image parfaite de la réussite bourgeoise. Pourtant, les fissures commencèrent à apparaître. Lors d'un dîner familial forcé, organisé par notre tante pour réconcilier les sœurs, Marie me lança un regard chargé de mépris. « Tu as choisi ce chemin, Sophie. Assume-le. » Ces mots étaient comme des lames, rappelant les années d'enfance où elle m'avait vu lutter avec mon identité, où j'avais osé lui confier mes doutes adolescents, seulement pour qu'elle les utilise contre moi. Ce soir-là, je quittai la table en larmes, jurant intérieurement de ne plus jamais la laisser me blesser. Mais la vie a ses ironies cruelles. Élise et moi construisîmes notre existence en marge, je devins professeur de littérature dans un lycée parisien, enseignant à des élèves les tourments de l'âme humaine à travers les œuvres de Colette et de Simone de Beauvoir, des femmes qui avaient défié les conventions. Notre amour grandit dans l'ombre, protégé des jugements, mais toujours marqué par cette perte initiale. Marie, elle, gravissait les échelons, mais je sentais, à travers les nouvelles sporadiques de la famille, une ombre planait sur elle, un mariage qui battait de l'aile, une pression professionnelle qui la rongeait. Un appel téléphonique changea tout. C'était notre cousine. Paniquée, Marie est à l'hôpital. Cancer du sein. Stade avancé. Elle n'a pas d'assurance complète. Et les traitements coûtent une fortune. Mon cœur se serra. Malgré la haine accumulée, l'idée de perdre ma sœur me terrifiait. Élise me conseilla de réfléchir. Mais je savais déjà, je ne pouvais pas la laisser mourir. J'avais hérité d'une petite somme d'un grand-oncle distant. Et avec mes économies, je pouvais payer une partie des soins. Mais cela signifiait sacrifier notre rêve d'acheter un appartement ensemble. De sortir enfin de l'ombre. La confrontation à l'hôpital fut déchirante. Marie, amaigrie et pâle, leva les yeux vers moi. « Pourquoi es-tu là ?» murmura-t-elle. Sa voix brisée par la chimio. Je m'assis à son chevet, retenant mes larmes. « Parce que tu es ma sœur ? » Malgré tout. Elle rit amèrement. « Malgré que je t'ai volé ta vie ? » Pour la première fois. Elle admit, la haine n'était pas seulement contre mon orientation, mais contre sa propre jalousie. Sa peur de ne pas être parfaite. Elle avait vu en moi une liberté qu'elle n'avait jamais osé saisir. Les semaines devinrent des mois de visites régulières. Je payais les factures, vendant mes biens un à un, mes livres rares, mon piano d'enfance, même l'alliance de notre mère que j'avais gardée. Élise me soutenait. Mais la tension montait, tu donnes tout à celle qui t'a détruite ?
Nos disputes éclataient. Révélant mes propres conflits intérieurs, étais-je en train de me punir? Ou de chercher une rédemption impossible? La société autour de nous n'aidait pas, des amis bien pensants murmuraient que je devrais couper les ponts. Que l'homophobie de Marie ne méritait pas de pardon. Pourtant, au fil des conversations à l'hôpital, Marie changea. Elle me parla de ses regrets, de comment notre éducation catholique stricte l'avait formatée à rejeter tout ce qui sortait du cadre. J'avais peur pour toi, Sophie. Peur de ce que les gens diraient. Ses larmes étaient sincères. Et pour la première fois, elle demanda à rencontrer Élise. La rencontre fut tendue, mais un pont se construisit fragile, mais réel. La guérison de Marie fut un miracle relatif, rémission, mais avec des séquelles. Elle divorça, quitta son job stressant, et commença à militer discrètement pour les droits LGBT. Un virage inattendu qui choqua la famille. Moi, j'avais tout perdu matériellement, mais gagné une sœur ou du moins l'ombre d'une. Élise et moi nous mariâmes civilement. Dans une petite cérémonie à la mairie. Avec Marie comme témoin réticente mais présente. Aujourd'hui, des années plus tard, je me demande, ai-je fait le bon choix? Sacrifier mon avenir pour sauver quelqu'un qui m'avait haï. Était-ce de la faiblesse ou de la force? La société nous pousse à trancher net les liens toxiques. Mais la famille, avec ses racines emmêlées, défie souvent cette logique. Les rues de Paris, avec leurs lumières tamisées et leurs cafés bondés, devinrent le théâtre de mes tourments intérieurs. Après l'hôpital, Marie rentra chez elle. Dans l'appartement qu'elle m'avait volé, ironie du sort. Elle m'invita à y séjourner pendant sa convalescence. J'ai besoin d'aide, avoua-t-elle un soir. Sa voix tremblante sous l'effet des médicaments. J'acceptai. Poussé par un mélange de devoir et de curiosité malsaine, voulais-je voir de près les fruits de sa trahison? L'appartement n'avait pas changé, les meubles anciens. Les photos de famille où nous posions enfants. Insouciante. Mais maintenant, chaque objet me rappelait la perte. Élise refusa de m'accompagner. C'est ton passé? Sophie. Pas le nôtre. Sa jalousie envers cette réconciliation naissante ajoutait une couche à mes conflits. Étais-je en train de trahir notre amour pour réparer un lien brisé? Les jours se muèrent en routine, je préparais les repas, administrais les pilules, écoutais Marie divaguer sur sa vie. Elle me raconta son mariage raté avec Pierre, un homme qu'elle avait épousé pour rentrer dans le moule. Il m'aimait, mais je ne l'aimais pas vraiment. J'enviais ta passion avec Élise. Ses confessions étaient comme des gifles, elle avait projeté sur moi sa propre insatisfaction, transformant son mal-être en homophobie virulente. Un après-midi pluvieux, alors que nous trions de vieux albums, elle trouva une photo de nous deux à la plage de Deauville, riant aux éclats. Souviens-toi, Sophie, avant que tout ne déraille. Je hochai la tête, mais intérieurement, la rage bouillonnait. Tout a déraillé quand tu as décidé de me juger. Notre dispute éclata, elle défendit ses actes passés par la tradition familiale. Moi par mon droit à l'amour. La société nous dicte qui être, cria-t-elle. Et toi? Tu l'as défié, me laissant porter le fardeau de la normalité. Cette confrontation marqua un tournant. Marie, affaiblie physiquement mais éveillée mentalement, commença à lire des livres sur l'identité de genre, à regarder des documentaires sur les luttes LGBT en France. Un soir, elle me présenta ses excuses formelles, j'ai volé ton héritage pour me punir de ne pas être comme toi libre. Je pleurai. Mélange de soulagement et de douleur résiduelle. Pendant ce temps, ma vie avec Élise chancelait. Elle me reprochait mes absences,
Mes investissements émotionnels dans Marie. Tu vends notre futur pour son passé. Une nuit. Après une dispute féroce, elle partit chez une amie, me laissant seule avec mes doutes. Étais-je en train de répéter les erreurs familiales? Sacrifiant mon bonheur pour une illusion de rédemption? La pression sociale s'intensifia. Au travail, des collègues apprirent pour ma famille compliquée et me conseillèrent de couper les ponts. En France, on protège les droits des minorités, mais pas au prix de sa santé mentale. Mais la famille, avec ses liens de sang, résistait à ces conseils rationnels. Marie, de son côté, affronta notre oncle, elle lui avoua sa manipulation et proposa de me restituer une partie de l'héritage. C'est le minimum, dit-elle. Le processus fut long, juridique, empli de tensions. Lors d'une audience au tribunal de Paris, Marie témoigna, ma haine était un masque pour ma peur. Le juge, une femme d'une 50aine d'années, nous regarda avec compassion. Les familles évoluent, mesdames. Mais les blessures laissent des cicatrices. Je récupérai une somme modeste, assez pour relancer nos rêves avec Élise. Mais le prix émotionnel était élevé. Élise revint, et nous parlâmes des heures durant. Je t'aime assez pour te laisser guérir, dit-elle. Notre relation se renforça, mais marquée par cette épreuve. Marie, guérie, déménagea en province, cherchant une nouvelle vie loin des pressions parisiennes. Elle m'envoya des lettres, signe d'un lien reconstruit, fragile. Pourtant, les nuits, je me questionnais, le pardon est-il une victoire ou une capitulation face aux normes sociales qui nous divisent? Le vent automnal balayait les feuilles mortes le long des quais de la Seine. Miroir de mon âme tourmentée. Marie était partie pour Lyon, laissant derrière elle un vide ambigu soulagement mêlé à nostalgie. Avec l'argent récupéré, Élise et moi achetâmes un petit appartement dans le 11e arrondissement. Un havre de paix où notre amour pouvait enfin s'épanouir sans ombre familiale. Mais les échos de la trahison persistaient, comme des fantômes dans les couloirs. Au lycée, mes cours prenaient une tournure personnelle. J'enseignais la condition humaine de Malraux, explorant les thèmes de la trahison et du pardon. Et mes élèves, adolescents en quête d'identité, posaient des questions qui me renvoyaient à mes propres luttes. Une jeune fille, timide, me confia après la classe, « Madame, comment on fait quand la famille ne nous accepte pas ?» Je souris tristement. On trouve sa propre famille. Élise, graphiste talentueuse, travaillait sur une campagne pour les droits LGBT. Et nos soirées étaient remplies de débats passionnés sur la société française, les avancées comme le mariage pour tous, mais les résistances persistantes dans les familles traditionnelles. Ta sœur représente tout ça, disait-elle. Le conflit entre progrès et passé. Notre relation, autrefois secrète, s'affichait maintenant, nous marchions main dans la main aux manifestations de la Pride, défiant les regards. Mais un appel de Marie raviva les flammes. Sophie, j'ai besoin de te voir. J'ai fait une erreur. Elle était de retour à Paris pour une conférence, et nous nous retrouvâmes dans un café du quartier latin. Elle avait changé, plus mince, plus introspective. J'ai rencontré quelqu'un, avoua-t-elle. Une femme. Mon cœur s'arrêta. Était-ce une blague cruelle? Non. Ses yeux brillaient d'une vulnérabilité nouvelle. Toute ma vie, j'ai réprimé ça. Ta révélation m'a terrifiée parce qu'elle reflétait la mienne. La révélation fut un choc sismique. Marie, l'incarnation de la normalité, avait lutté contre ses propres attirances, projetant sa haine sur moi pour se protéger. Son mariage,
Sa carrière, tout n'était que façade. En te volant tout, je me punissais. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, nous nous embrassâmes comme des sœurs, pas comme des ennemis. Cette confession compliqua tout. Élise fut furieuse, elle t'a détruite pour cacher son secret? Et maintenant? Elle veut ton absolution? Nos disputes reprirent, testant les limites de notre amour. Moi, je naviguais entre compassion et ressentiment. Était-ce de l'hypocrisie? Ou une tragédie partagée par tant de femmes dans une société qui étouffe les identités non conformes? Marie intégra un groupe de soutien LGBT à Lyon. Et nous échangeâmes des mails profonds, explorant nos enfances communes sous un nouveau jour. Notre mère, pieuse et rigide, avait instillé en nous la peur du jugement divin. Elle nous a élevés pour être parfaites, écrivit Marie. Mais la perfection n'existe pas. Un incident familial accentua les tensions. Lors d'une réunion chez notre tante, Marie annonça son coming out. Le chaos s'ensuivit, cris, accusations d'influence mutuelle. C'est ta faute, Sophie. Tu l'as contaminée, hurla un cousin. Nous partîmes ensemble, unis contre le monde. Mais ce front commun coûta cher, Élise se sentit exclue, menaçant de rompre. La crise culmina lors d'une soirée orageuse. Choisis. Sophie, ta sœur ou nous, demanda Élise. Je choisis nous. Mais avec un cœur lourd. Marie comprit. Et nous espaçâmes nos contacts. Pourtant, son évolution m'inspira, elle devint activiste, parlant publiquement de son parcours, aidant d'autres à sortir du placard. Des mois passèrent, et la paix s'installa. Élise et moi adoptâmes un chat, symbole de notre foyer stable. Mais les cicatrices restaient, chaque nouvelle de Marie ravivait les doutes. Le pardon total est-il possible quand les dommages sont si profonds? Les lumières de Noël illuminaient les Champs-Élysées, contrastant avec l'obscurité intérieure qui m'envahissait parfois. 2 ans après la rémission de Marie, notre relation avait évolué en une amitié prudente, ponctuée de visites sporadiques. Elle vivait maintenant avec sa compagne, Anne, une artiste lyonnaise, et leur bonheur apparent me forçait à confronter mes propres résidus de colère. Au travail, une promotion m'attendait, directrice adjointe du lycée. Mais l'offre impliquait plus de visibilité publique, exposant ma vie privée au ragot. Es-tu prête à affronter les jugements, me demanda Élise. Oui. L'étais-je? Les années avec Marie m'avaient endurci, mais aussi sensibilisée au coût des secrets. Un drame inattendu frappa, Anne quitta Marie après une dispute violente, la laissant dévastée. Marie m'appela en pleurs, Sophie. Je ne sais pas comment survivre ça. Ironie, celle qui m'avait chassée pour mon amour me demandait maintenant conseil sur le sien. Je l'accueillis à Paris, dans notre appartement, malgré les protestations d'Élise. C'est temporaire, promis-je. La cohabitation fut explosive. Marie, brisée, oscillait entre gratitude et amertume. J'ai tout perdu, comme toi autrefois. Ces mots ravivèrent les blessures. Tu m'as fait perdre tout, répliquai-je. Nos discussions nocturnes devinrent thérapie mutuelle, explorant les mœurs sociétaux qui nous avaient opposés. En France, on parle d'égalité. Mais dans les familles, c'est la guerre, dit-elle. Élise, jalouse de cette intimité naissante, posa un ultimatum, elle part. Ou je pars. Le choix fut déchirant. J'aidai Marie à trouver un logement. Mais notre lien se renforça. Elle me remercia en me rendant le reste de l'héritage, c'est à toi de droit. Avec cet argent, Élise et moi voyageâmes en Provence,
réparant notre couple. Pourtant, un scandale familial éclata. Notre oncle, apprenant le coming out de Marie, déshérita tout le monde, accusant l'influence perverse. Nous nous unîmes pour contester, engageant un avocat spécialisé en droit LGBT. Le procès, médiatisé localement, exposa nos vies, article dans Le Monde sur « Les sœurs réconciliées contre l'homophobie familiale ». La victoire fut douce amère, nous gagnâmes une somme symbolique. Mais la famille se fractura définitivement. Marie et moi devînmes des figures discrètes dans la communauté LGBT, partageant notre histoire lors de conférences. Élise, finalement, accepta, ton pardon t'a rendue plus forte. Mais au fond, je me demandais, quand la société force des choix moraux ambigus, qui paie vraiment le prix? Les printemps parisiens, avec leurs fleurs écloses et leurs promesses renouvelées, marquèrent la fin d'un chapitre tumultueux. 5 ans après la trahison initiale, Marie et moi avions reconstruit une relation, non pas idéale, mais authentique. Elle s'était installée à Paris avec une nouvelle partenaire, et nos dîners occasionnels étaient emplis de rires prudents, évitant les mines du passé. Ma carrière fleurit, je publiai un livre sur les identités queer dans la littérature française, dédié à Élisée. Subtilement, à Marie. Pour celle qui lutte dans l'ombre. Les critiques louèrent sa profondeur émotionnelle. Mais les trolls en ligne rappelèrent les préjugés persistants, propagande lesbienne. Élise et moi envisageâmes l'adoption, défiant les bureaucraties françaises. Marie nous soutint, témoignant de notre stabilité. Mais un accident de voiture frappa Marie, blessée gravement, risqua la paralysie. Les médecins exigèrent une opération coûteuse, non couverte. Sans hésiter, je vendis notre appartement, tout ce que j'avais reconstruit pour financer ses soins. À son chevet, elle murmura, « Pourquoi encore ?» Je répondis, « Parce que l'amour familial transcende la haine. » Sa récupération fut lente, mais transformative, elle écrivit ses mémoires, exposant nos luttes, inspirant d'autres. Élise, bien que réticente, comprit, c'est qui tu es loyale jusqu'au bout. Notre vie reprit, plus modeste, mais plus riche en sang. Aujourd'hui, je contemple la tour Eiffel depuis un banc, me demandant, était-ce juste de tout sacrifier pour quelqu'un qui m'avait tant fait souffrir? Où la vraie justice réside-t-elle dans le pardon inconditionnel? Le choix est-il moralement correct? Ou simplement humain?